Donc, Nicolas Géraud, présent. Serge David, Présent. Françoise Bourdet, Présent. Alain de Carrière est excusé et il a donné sa procuration à Dominique Bras, qui devrait arriver. Marie-Hélène Malric, Présent. Jean-Claude Mousset, présent. Ludivine Paya, Présent. Jean-Paul Ruffiot, il est excusé, il a donné sa procuration à Évelyne Soigné. Laurent Pellissier, Présent. Christian Laroche, présent. Alors pour l'instant, Dominique Bras est absent. Les autres sont tracteurs. Leïla Bouslama Legrand, Présente. On est, tu vois, on a tout ça que... Kevin Collomb, Présent. Ça, je masque. Analyse Lévisic Janssen, Présente. Manuel Malbec. Alors Manuel Malbec est aujourd'hui au conseil d'école, donc il viendra au cours du conseil municipal et il viendra nous parler, vous avez demandé qu'on fasse des questions sur l'intercommunalité et il viendra nous parler de la restauration, puisque nous avons eu la semaine dernière une réunion avec Cantine en transition, il y avait Christophe Bourmanel qui était présent, donc responsable du scolaire à l'aglo, et on avait Bernard Miramont, responsable de notamment la restauration à l'aglo. Donc on a fait une réunion et il viendra nous parler de la restauration. Et en attendant, il a donné procuration à Ludivine Paya. Lisa Baquet est excusée, elle a donné procuration à Leïla Bouslama Legrand, Jean-Guy Leclerc, Présent. Isabelle Cadel, Je suis là. présente, Anne de David, Présente. Stéphane Ruzinski, Présent. Paul Bozo, Peut-être pas oublier les personnes. Moi, tu vas pas annoncer. juste après moi. Il y a des discussions sur les fonds. J'ai pas dit Évelyne Soyer. Non. Donc Évelyne Soyer, Présente. Aurore Matignon. Présent. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Dans la majorité, non. Bon, ok, on continue. Donc, Montserrat Reid, Présente. Marie Robert s'est excusée, sans procuration. Anne Barnes, Présente. Alain Brest, Présent. Patrick Guénon, Sandrine Madesclair. Présente. Alors, avant de passer à l'approbation du TV, on va déjà nommer le secrétaire de séance qui va être Christian Laroche, qui est désigné. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. On a essayé de changer la configuration de la salle, donc on attendra vos commentaires par rapport à ça, puisque tous les conseillers municipaux n'avaient pas eu une place, ce qui m'a été dit. Okay. Et puis il y avait beaucoup plus de public et le public n'avait pas suffisamment de place. Voilà. Donc on a essayé, on tente une nouvelle configuration pour voir si ça permet de mieux gérer le conseil municipal. Bon. D'autre part, on a toujours des problèmes avec la Poste, puisque les convocations donc, pour les conseils municipaux avec les documents ont été envoyés quand, Carole? Ont été envoyés le 5. Et donc vous avez, d'après ce que je sais, reçu uniquement aujourd'hui. Donc on a un vrai problème avec la Poste, donc on les a contactés. Donc ce que l'on va proposer, c'est que pour le conseil municipal, c'est la police municipale qui va venir distribuer dans vos boîtes aux lettres, alors je parle pour l'opposition, dans vos boîtes aux lettres, elle viendra distribuer pour le prochain conseil municipal, voilà, comme ça, on aura plus de... Ça se faisait comme ça. Pardon? Ça se faisait comme ça. Ça se faisait. Vous arrêtez le concours. Et là, pour
On n'a pas c'est pas un contrat avec la Poste. Hein. Non, mais fait, vous arrêtez, c'est une tarification au parcours. Oui, oui, oui. Parce que le gars que j'ai vu à la Poste, là, on croit, lui, il me dit, ah bon, ah ben, elle n'est pas reçu, ben on va le saluer, mais ça ne les perturbe pas. Hein. Non, ça ne les perturbe pas. Pour le bulletin municipal, il y a une facture qu'on ne leur a pas payée. Donc je vais les revoir la semaine, en début de semaine prochaine pour effectivement la diffusion du prochain bulletin qui devrait, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, qui devrait être diffusé. J'espère que ça se passera dans de meilleures conditions. Donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Carole Beaujean a passé le concours d'attaché et a obtenu brillamment, je dis le concours d'attaché. Elle a eu 15 pour l'écrit et 17 à l'oral. Donc, je me souviens des polémiques qu'il y avait eu en début du mandat concernant ça, avec lettre à la préfecture, etc. Je n'en dirai pas plus. Donc félicitations. Moi, je me souviens que c'est moi qui l'ai recruté il y a quelques années. C'est vrai. Tu as fait, Alain, tu as fait une bonne. Voilà. Bon. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'approbation. Ça s'arrose. Ouais, non, mais on va la. Bien sûr, on va l'arroser. Donc demain, la commune aura une directrice générale des services. Voilà. C'est à toi pour l'approbation du PV. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je voudrais faire une remarque et je tiens à ce que ça soit noté, s'il vous plaît, dans les tablettes. Enfin, que ça soit noté. Madame de Gardavid et moi-même ne sommes pas du tout d'accord sur les termes du procès-verbal du dernier conseil, notamment page 11. Je cite. Madame de Gardavid souhaite s'exprimer et le maire ne lui donne pas la parole. Et vous rajoutez, je cite toujours, Madame de Gardavid commet alors un trouble à l'ordre public en passant outre cette interdiction. L'ordre public est certes une notion assez floue en jurisprudence. Cependant, les troubles à l'ordre public sont décrits comme une atteinte ou une mise en danger de la paix sociale. Il faut donc que les propos soient accompagnés de comportements menaçants, violents ou appelant à la violence. Tel n'a pas été le cas. Enfin, au fil de cette atteinte à l'ordre public, la personne incriminée, Madame de Gardavid, ici présente, doit outrepasser les limites de la liberté d'expression, à savoir tenir des propos diffamatoires, injurieux ou contraires à la loi. Ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, Monsieur le maire, nous vous informons solennellement qu'en cas de renouvellement de ce déni de notre liberté d'expression, nous verrons dans l'obligation, et croyez-moi, c'est le cœur gros, d'aller devant le tribunal à votre rencontre. Mais bien sûr. Ok. Monsieur le maire, je pense que vous avez dit qu'il ne doit pas y avoir de bruit et de remarques au niveau de l'Assemblée. Le oui, bien sûr, de la dame que j'ai à ma gauche, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Alors, ok, bon, donc une remarque est faite. Ceux qui souhaitent aller au tribunal administratif, n'hésitez pas à le faire. Donc on va passer. Donc, y a-t-il des remarques sur le PV? Oui, une petite remarque, c'est page 16. Au bas de la page 16, on parle de M. Laroche, de bon terme, et 2 phrases après, on parle de M. Roche. Je pense que c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. Voilà. Mais, donc, cette erreur va être... M. Roche a beaucoup de qualités, mais il n'a pas le don d'ubiquité. Je pense qu'il n'était pas présent au conseil. On est là. Voilà, non, mais c'est rien, je le signale. Et ensuite, rapidement, par rapport au propos, là, donc, page 11, je l'ai indiqué en commission, je pense que bon, les propos sont disproportionnés, me semble-t-il. Et que dans le compte-rendu, c'est peut-être pas utile d'avoir ce genre de propos.
Et je pense qu'on l'a indiqué les uns et les autres qu'il faut faire en sorte que le conseil soit fonctionnel et que donc la parole soit distribuée pour tout le monde, y compris pour les adjoints, pour l'opposition, que ça se passe dans de bonnes conditions. Qu'il n'y ait pas d'invective, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, et qu'on travaille sur des arguments que les uns et les autres nous donneront. Voilà. J'entends ça, donc il faut que chacun y mette du sien. Et quand je dis à quelqu'un qui n'a pas la parole, il n'a pas la parole. C'est moi qui suis responsable, je dirais, bien de l'ordre, je dirais, de ce conseil municipal. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, vous trouvez que les propos sont excessifs, vous n'êtes pas obligé de voter, d'approuver le PV. Voilà. Donc, ok. Donc, y a-t-il d'autres? Donc, la remarque d'Alain va être prise en compte en effet sur OK. On dira dans le PV qu'effectivement il y a eu une intervention d'Isabelle Cadel et d'Alain Brest. OK. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote du PV. Donc, qui s'abstient? Donc, Alain Brest, Patrick Guénon. Qui vote contre? Donc, mais non, mais on ne va pas vous voter. C'est vous votez contre. On n'a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. Donc, Anne de Cadel, Isabelle Cadel, Anne Barnes, Montserrat Rey, Stéphane Ruzinski et Paul Bozo. Ok. Donc, le PV est approuvé. Donc, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour du Conseil municipal. Le premier point, c'est vote des taux de fiscalité 2023. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, il s'agit de fixer les taux pour les propriétés bâties et non bâties pour 2023. Sachant que les bases d'imposition prévisionnelle pour 2023 ont été fixées pour le bâti à 5 170 000 et pour le non bâti à 219 400. Là-dessus, il faut rajouter qu'aujourd'hui, les taxes d'habitation ne concernent que les résidences secondaires et que la commune n'applique pas de taxes sur le logement vacant. Les taxes d'habitation dans la base d'imposition pour les taxes d'habitation est de 416 374 €. Donc il est proposé pour 2023 de maintenir les taux de taxes directes locales à 38,13% pour les propriétés bâties, 35,13% pour les propriétés non bâties, et de maintenir la taxe d'habitation pour les résidences principales, pour les résidences secondaires, et ensuite les loyers, etc., à 10,69%. Et donc le produit qui ressort de cette opération, c'est un total de 2 92 906 €, sachant bien sûr qu'il y a le coefficient correcteur qui s'applique. Et donc, nous expirons un budget 2023 1 407 471 €, puisque 685 435 € sont reversés directement. Y a-t-il des questions? Alain? Oui, nous avons eu l'occasion déjà de dire à la Commission des Finances que suite à la revalorisation des bases foncières d'un peu plus de 8%, il y a des conséquences directes pour la taxe foncière qui sera payée par les citoyens. Donc on avait proposé qu'il y ait peut-être une réflexion ou un moyen, un levier pour essayer d'amortir peut-être cette augmentation. Vous n'avez pas pris en compte cette proposition. Vous savez, le DGF, qui est au final supérieure à celle qui avait été projetée. Quand on regarde les états 1259 entre 2022 et 2023,
vous avez un delta d'un peu plus de 100 000 euros, j'arrondis, hein, vous avez 100 000 euros de plus en 2023 par rapport à 2022, y compris lorsqu'on a mis le coefficient. C'est le coco. Pardon? Le coco. Oui, oui. C'est correct. Oui, mais on a un delta, vous avez un peu plus de 100 000 euros. Et donc, au regard de la situation à l'heure où les associations caritatives répondent à des besoins de plus en plus nombreux, où une inflation alimentaire, des biens alimentaires est de l'ordre de 15%, à laquelle on peut ajouter diverses hausses, énergie, carburant, sans parler de l'augmentation à venir de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ne pas faire un geste envers les rapatriements pourrait passer pour de la méconnaissance, voire de l'indifférence quant aux difficultés croissantes que connaissent nos concitoyens. Si vous maintenez ce choix, nous ne voterons pas cette proposition de taux. Et par ailleurs, nous vous rappelons la proposition que nous avions faite pour l'exonération, même conditionnée, de taxes sur le foncier non bâti pour les agriculteurs en conversion biologique. Ok, merci pour ton intervention. Donc, c'est un sujet qui a été effectivement abordé à plusieurs reprises dans deux commissions des finances, dernier conseil municipal, vous parlez du Rhône, là on vote les taux. Bien évidemment, j'entends ce que tu dis. En revanche, il est clair que la crise énergétique, la hausse de la masse salariale, que je ne remets pas en cause puisque c'est la revalorisation du taux d'indice de la fonction publique, font que, effectivement, ce que l'on a en plus, que ce soit au niveau de la DGF, que ce soit au niveau de la taxe foncière, ne couvre pas les hausses auxquelles sont soumises les communes. Et ce n'est pas uniquement la commune de Rabastens, c'est toutes les communes qui aujourd'hui les communes ne sont pas dans une situation financière, je dirais, dans une bonne situation financière. J'entends ce que tu me dis, mais néanmoins, il faut prendre aussi en compte cet aspect-là. Le deuxième point, c'est que la taxe foncière n'a pas, en ce qui concerne la commune, les bases, certes, sont revalorisées et peuvent, je dirais, compenser en partie l'inflation, mais nous n'avons pas augmenté les taux depuis le début du mandat. Et nous ne les augmenterons pas jusqu'à la fin du mandat. Voilà. On ne va pas refaire le débat. Alain, tu t'es exprimé, je me suis exprimé. Je pense qu'on peut passer à une autre question. Concernant l'exonération pour les agriculteurs qui font le bio, on en regarde un petit peu, c'est très difficile à détecter les savons. C'est très difficile. Parce qu'ils ne sont pas que Bon, il répond là-dessus. On arrête là-dessus, on ne fait pas de débat là-dessus. Y a-t-il d'autres questions sur les... Donc là, on fait vote de la fiscalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Juste pour dire sur la TOM, puisque vous parlez de la TOM, effectivement, il y a eu un rattrapage depuis 2016, quand on est en train de rattraper, je dirais, le taux de la communauté d'agglomération. Et cette année, on est au même niveau que les autres communes de la communauté d'agglomération qui sont à la TOM, donc à la taxe sur les ménagères, alors qu'il y en a eux qui sont encore à la redevance, à la redevance qui va basculer en TOM. Enfin, on ne va pas faire le débat sur la ROM, la TOM, etc. Donc tout le monde sera... Juste une petite... voilà. Je souhaitais donc dire que notre groupe donne votre rencontre, puisque nous sommes totalement en accord avec l'analyse qu'a faite M. Brest, et surtout dans le contexte actuel économique donc des administrés. Donc pour cette raison-là, et également et pour d'autres, et ce que vous avez détaillé, je ne vais pas le reprendre, nous voterons contre. Ok. Pour les raisons évidentes de prise en compte de la difficulté des milieux sociaux défavorisés, je voterai également contre, bien sûr. Nous également, étant donné que nous pensons que le plan social n'est pas la difficulté sociale n'est pas assez prise en compte au niveau de des politiques mises en place par la municipalité,
nous pensions que c'était une opportunité qui était intéressante, comme l'a exprimé M. Brest. Nous voterons donc contre. Ok. Sachant que, par ailleurs, la municipalité dépense, notamment en termes de subventions, en termes de CCAS, on dépense quand même, je dirais, un certain nombre d'argent pour, effectivement, sur ces sujets-là. Donc, voilà. Mais ce n'est pas le débat. Ok, y a-t-il d'autres questions? Je pense que toute l'opposition s'est exprimée par rapport à ça. Je pense qu'on peut passer au vote. Qui vote, qui s'abstient, qui vote contre. Donc l'ensemble de... Oui. Bien sûr. Pardon? Oui, vous êtes neuf, on est... C'est un absent. Oui, il y a une procuration qui tombe, on est d'accord? C'est à qui? J'ai pas entendu à qui elle était. C'est Alain de Carrière qui avait ça. Donc, oui, à M. de Carrière, il donnait à M. Brasse. Oui. Et pour M. Brasse. Non, mais on est d'accord, oui. C'est deux absents, oui, c'est deux absents. Mais il y a plus de 9 personnes qui sont présentes au sein de la majorité et qui permet de valider ça. Oui, on peut compter, il y a 14 personnes. Voilà. On a 14 voix. Non, on n'a pas compté, bien évidemment, on ne compte pas Dominique Brun et Alain de Carrière. Pardon? Si, mais Manu, il a une donnée de procuration. Donc nous avons la procuration de Manuel Mandel. Voilà. Ok, très bien. Donc on passe à la suite, qui est le vote du budget primitif 2023. Avant, nous avons la création d'une autorisation de programme. En fait, donc, il est utile d'ouvrir deux autorisations de programme, l'éclairage public et l'autorisation de la piscine municipale. Bon, la première étant fixée à 400 000 € TTC sur une durée de 4 ans, et la seconde à 1 627 050 sur une TTC sur une durée de 2 ans. Vous avez les tableaux, donc on serait pour 2023 180 000 pour l'éclairage public, ensuite en 2024 80 000, en 2025 80 000 et 2026 70 000. Et ainsi donc ce qui est de la piscine municipale, on serait donc à 813 525 en 2023 et 813 525 donc en 2024. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur ces plans d'investissement? Il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, ce point à l'ordre du jour est adopté. On passe au point suivant qui est le vote
budget primitif 2023. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif pour 2023, en sachant que le budget 2023, on a vu ça dans les commissions sécurité en recette et en dépenses, à raison de 5 615 102 donc pour la section de fonctionnement et 5 557 402 pour la section d'investissement. Y a-t-il des questions? Oui. Une remarque plutôt, lors de la commission des finances, on a eu l'occasion d'échanger et de donner un certain nombre de faire un certain nombre de remarques par rapport à ce budget. Et on n'est pas forcément d'accord sur tout. Vous allez donner des explications, vous allez donner des compléments d'information, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Voilà, on ne va pas refaire le débat. Allez-y, madame. Ah oui, bon, on ne va pas refaire le débat de tout ce qu'on a fait remonter. Pour nous, nous sommes pas, enfin, nous voterons contre pour quelques remarques que nous avions déjà fait remonter, notamment cette prudence par rapport à la masse salariale, et je vous remercie de nous avoir envoyé tous les détails. Ensuite, la baisse de l'autofinancement, et notamment une inquiétude sur certains projets qui sont réalisés mais non prévus, non budgétisés et qui ne sont pas présentés à des commissions, qui vont amputer le budget d'autofinancement pour compléter notamment les projets structurants qui sont financés par des subventions et par une part de la commune. Donc voilà, alors notamment, il y a le cas du projet du Beaujour, et je donne la parole à M. Bozouk, qui va être plus à même de pouvoir l'expliciter plus. Vous avez deux chantiers sur le Beaujour qui se sont faits, vous avez fait une réflexion de toiture, pour 22 ou 24 000 euros, jusqu'à son certaine tête, là vous venez de changer les tapis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent parce que personne n'en a su. C'est des investissements. Et c'est fort dommage que vous n'en ayez pas parlé, parce que je suppose que vous avez bénéficié d'aucune subvention. Si on avait su que vous changiez les tapis du Beaujour, je peux vous dire que vous avez une sacrée subvention qui avait tombé la fédération française. Écoutez-moi, on a posé la question à la présidente, je ne sais pas pour ça, elle nous a dit qu'il n'y avait pas de subvention. Et ça, c'est le premier point. Ces tapis n'ont pas été changés depuis combien de temps? Depuis que la salle est faite. C'est-à-dire, ça fait combien d'années? À peu près, peut-être un peu plus. Un peu plus. Changer les tapis, c'était une nécessité. Je ne pense pas que ça soit. Mais c'est bien, c'est bien. Je pense pas que ça soit un projet réellement structurant de ça. On est capable de le payer en une fois. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le prix des tapis. 8 000 euros, je crois que c'est 8 000 euros. Bon, okay. On était en capacité de payer 8 000 euros sans faire un investissement sur plusieurs années. Le deuxième point, c'est le toit. Le toit, effectivement, le toit, il était percé et il fallait le changer. Manque de bol, c'est qu'il y avait de l'amiante. Donc, effectivement, ça coûte un peu plus cher quand on fait de l'amiante. Moi, ça ne me paraît pas des projets, ce que je veux dire, structurants, qui font. Ce n'est pas ça. Je pense que les traductions, c'est très bien que vous ayez fait ces choses-là. Mais si vous voulez, on n'avait pas à rediscuter. On avait demandé une position de commission de travaux qui s'est transformée en commission d'investissement. Et ce type de projets, de petits projets qui sont nécessaires, et on s'en félicite, ne soient pas discutés parce que, par exemple, ce que vient de soulever M. Bozo aurait pu être échangé lors d'une commission. Et bon, voilà, mais c'est tout. Hein. Par contre, on s'en félicite, c'est pas, on ne revient pas sur. C'est plus, je pense, de l'information. L'information, Voilà, c'est tout.
exemple, Ok, dans les CE2, on va vous communiquer alors toutes les dépenses qu'on fait chaque fois qu'il y a des factures, on va communiquer. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on communique, parce qu'il y a le courant, il y a un certain nombre de choses qui est le courant. Bon, on va par exemple changer on a changé le sol de l'âle. oui, par exemple, C'était une nécessité. On a rénové la clim de l'âle. Ok, est-ce que ce sont des choses qu'on est obligé de discuter C'est de l'entretien de courant. Oui, c'est l'information. Par contre, quand on change les sièges de là, peut-être que ça reste bien qu'on soit informé sur les réseaux sociaux. Peut-être. Parce que l'ampleur ne doit pas être la même que les tapis du dojo, je pense pas. C'est pas encore fait. Oui, mais c'est tu quelque peux chose. en parler, en échanger. Eh bien, Échanger sur l'information. on peut échanger lors d'une prochaine commission sur ça. C'est pas encore fait. En même temps, il faut faire un marché, etc. Ça se fait pas comme ça, puisque voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Y a-t-il, Alain? Rapidement, je crois qu'il faut distinguer ce qui est budgétisé de ce qui est réalisé. Si on prend l'exemple qui a été nommé pour la halle, le sol, c'était budgétisé. Ensuite, c'est le moment de la réalisation, et là, il suffit qu'en commission, vous passiez le point et que l'information soit donnée. Voilà. Oui, enfin, je suis d'accord avec... Par contre, quand ce n'est pas budgétisé, que c'est réalisé, là, ça va poser un autre problème. Je pense que ce que l'on a fait c'était budgétisé dans le dernier, dans le budget sur le changement du toit, de la réfection du toit du à quelle commission ça a été Non, c'était prévu au budget. C'était prévu au Ok. Alors, Monsieur Géraud, rappelez-vous bien que nous allons nous abstenir. Parce qu'au mois de juillet, vous m'avez dit au téléphone que nous avions voté contre l'an dernier. Je vous rappelle que nous étions abstenus, n'est-ce pas, Carole? Donc, cette année encore, nous nous abstenons. Et non, parce que vous aviez demandé, vous m'aviez fait tout un discours en m'expliquant que quand on votait contre, c'était qu'on était dans l'opposition, et quand on vote pour ou qu'on s'abstient, c'est qu'on n'est pas dans l'opposition. C'est ce que vous m'aviez dit. Hein. Donc là maintenant, moi je vous dis, on s'abstient. Parce qu'on n'a pas, contrairement à vous, nous n'avons pas oublié que nous avons été élus sur la même liste et que les projets dont certains vous faites, nous avons travaillé dessus et nous ne souhaitons qu'une chose, que ces projets arrivent à leur terme. Donc nous nous réservons le droit de les voter au coup par coup en vous demandant instamment, Monsieur le maire, de communiquer. C'est très bien, vous faites des choses, mais vous ne communiquez pas avec vos conseillers municipaux. Voilà. Et je crois que je parle là pour tous les conseillers municipaux, même ceux qui sont hors opposition. Donc nous nous abstiendrons. Et nous nous réservons le droit de voter coup par coup. Ok. Comme l'an dernier. Bon, tu interviens une dernière fois là, parce que tout le monde s'est exprimé. Dans votre budget, soit on l'apprécie entièrement et on vote pour, soit on a quelques remarques ou quelques désaccords et on s'abstient, ou on vote contre si vraiment, voilà. Mais le fait de voter, de s'abstenir ou de voter contre un budget, ça ne positionne pas par rapport à une majorité ou une position. Nous, par exemple, on va s'abstenir sur ce budget-là. Voilà. Là, je pense que nous sommes dans une forme de minorité, voire d'opposition. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'il a été remarqué tout à l'heure entre une CAF réfléchie et d'autres plus en tout cas la masse salariale qui augmente et qui ferait donc, qui justifie le fait que on a... Ludivine, je n'ai pas entendu le début de ta phrase.
Tu as fait remarquer que la CAF fléchissait, donc tu étais inquiète, hein, c'est ta remarque tout à l'heure. Et parallèlement, donc, on a souligné le fait que la masse salariale s'alourdit. Je me rappelle d'une discussion pendant le temps du Covid où on nous a signifié qu'il fallait aider les personnes qui notamment étaient dans le spectacle, hein, des gens qui étaient particulièrement précaires. Cet alourdissement de la masse salariale, il ne faut pas oublier qu'elle est due en partie à 8 professeurs de musique que nous avons intégrés dans un cadre de la fonction publique territoriale avec un droit à congé, un droit à congé payé, congé maladie, alors qu'ils étaient précédemment dans un statut très très précaire depuis plusieurs années et qu'on a enfin réussi à régulariser cette situation. Donc derrière, il y a des remarques qui sont prises en compte et donc ce personnel qui est pour la partie rabat-sinois, c'est important quand même de tenir compte de ça. Donc à la fois, effectivement, on a revendiqué un temps de se positionner vis-à-vis de ces personnes, mais ça a été fait, ça a été entendu. La résultante, c'est que la masse salariale est quelque peu alourdie. Mais aussi derrière, on a des gens qui sont dans un statut où ils peuvent faire des projets, ils peuvent emprunter, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous voulez, la marge, elle est ténue. Donc, effectivement... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et donc, derrière, il y a quand même des avancées qui sont faites. Effectivement, il faut avancer avec précaution, mais je pense que le maire l'a déjà signifié qu'il avançait avec précaution et que, effectivement, dès que c'était possible, des choses seraient faites. Donc, je pense que c'est important de le dire qu'on avait entendu. Il est important également que nous émettions cette inquiétude, cette prudence. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as avancé par rapport aux professeurs de musique et autres, et ça a été une très bonne chose. Mais après, bon, c'est ça, quand on embauche ou autre, voir des priorités de domaines où l'on peut prioriser certaines embauches par rapport à d'autres. Donc, bon, voilà. Donc après, c'est un choix politique. Mais on est d'accord, c'est ce qu'on fait. C'est un choix de monsieur le maire, mais bon, voilà. La masse salariale, effectivement, elle est tendue, mais je vous assure, elle est encadrée, elle est maîtrisée, elle est surveillée. Mais nous serons également vigilants. Vous serez vigilants, nous sommes aussi Et vigilants. voilà. La masse salariale, derrière, il y a des agents, et derrière ces agents, il y a un service au public. Nous Parce n'avons jamais été contre. Non, mais parce que, effectivement, le 0,12, la masse salariale, etc., la masse salariale, derrière, sont des salariés, sont des agents et qui apportent un service au public. Alors, effectivement, il faut être vigilant, on en est tout à fait conscient, bien sûr, on en est tout à fait conscient. Mais c'est derrière ce service qui est apporté au public. Comme j'ai déjà dit en commission des finances, effectivement, on l'a vu ces dernières années avec les services publics, plus particulièrement de l'État, qui désertent toutes les collectivités, ça revient aux collectivités locales de faire à la place et d'apporter ce service. Et vous remarquerez qu'à toutes les embauches et propositions, nous avons toujours voté Non, bien sûr. Parce que c'est important également de créer un poste. Voilà, c'est parce que derrière le 0,12, il y a un salarié, il y a des gens derrière. Bon, voilà. Après, au choix, il faut C'est ça. être... Il y a des agents qui travaillent. Oui, très rapidement, pour reprendre les propos de Marie-Hélène, auxquels je souscris, derrière la masse salariale, il y a des agents. Et derrière les taxes foncières, il y a des citoyens. Oui, citoyens. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, je pense que tout le monde s'est exprimé là-dessus, est-ce que d'autres personnes s'est exprimées sur le budget? Donc nous allons passer au vote du budget. Qui s'abstient? Alain Reste, Patrick Guénaud, Jean-Guy Leclerc, Isabelle Cadel, Anne de Guerdavie. Qui vote contre? Anne Barnes, Montserrat Rey, Richard Brzezinski et Paul Bouzou. Donc, le budget est adopté. Donc, si je fais le décompte des voix, c'est 17 voix, 4 voix contre. Pour tout à l'heure, le vote qui a eu lieu, c'était pour les taux, c'était 9 voix contre, 17 voix
y compris les 2 personnes qui manquent, et j'en suis désolé, je ne comprends pas. Je pense que Dominique Bras a dû avoir des soucis. Point 4, projet de rénovation. 5 abstentions, 4 contre et 17 contre. En fait, il manque 3 personnes. Alain de Carrière, Dominique Bras et Marie-Pierre. Je ne voyais pas. Elle est excusée sans procuration. On passe au point suivant. Projet de rénovation piscine municipale, modification du plan de financement. En fait, il s'agit donc de mettre en place un nouveau plan de financement. Du fait que le premier plan qui a été le plan de financement a été examiné à la commission des finances de Paris et que nous avons été obligés de revoir ce plan de financement car le premier plan était un peu exorbitant. Donc, voilà sous les yeux. Frais de maîtrise d'œuvre, d'études, SPS, bureau de contrôle, travaux et aléas. Et pour les recettes, le CESA, la DETF, région Occitanie, conseil départemental, fonds de concours en agro et l'autofinancement de la commune. Donc les deux s'équilibrant à 1 355 875 euros. Juste une petite question. Est-ce que vous avez envoyé à tout le monde les documents concernant la demande de Montserrat-Rennes? Parce que moi, je ne me rappelle pas l'avoir reçu, je suis en train de vérifier. Les documents que tu as demandés à la commission finance. Vous avez demandé quoi? Vous n'étiez pas à la commission. Mais non, mais j'étais. Non, mais qui c'est qu'il y a quelqu'un? Non. Madame Montserrat-Rennes n'était pas présente à la commission des finances. J'étais pas présente. Oui. Vous avez parlé de documents qui avaient été envoyés suite à la commission des finances. Oui, c'était sur la masse C'était salariale. sur la masse salariale. C'était pour C'était expliquer les documents, l'explication les recettes qu'on avait en face des dépenses Oui, de la masse salariale du 0,12. Avec le Oui, détail. avec le détail qui est d'ailleurs dans le rapport qui vous avait été envoyé. Dans le oui. Touche les indemnités journalières, tout ça. Non. Donc, vous avez fait tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si c'est vous. Non, c'est pas la seule qui est signée, c'est bon. Avec les congés, etc., les articles, vous avez fait tout un détail que vous avez envoyé. Et c'est vrai qu'on avait demandé à une commission, je l'avais demandé à une commission, mais pas la précédente, celle d'avant. Et on l'a reçu au conseil municipal. Page 4 de la note mais de présentation. c'était une question orale, pas une question écrite. D'accord. Vous l'avez, page 4 de la note de présentation brève et synthétique des budgets primitifs 2023 de la commune de Ravassin, dans lequel on explique quelles sont, à côté des dépenses, les rentrées que nous avons par rapport à ça. Je prends juste, par exemple, l'assainissement. On a des gens qui travaillent sur la commune, sur l'assainissement, qui est une compétence de l'AGLO, et l'AGLO, en fin d'année, nous verse cette année, en 2022, de 30 000 euros pour compenser les dépenses que l'on a faites. On prend par exemple l'école de musique. Il est clair que, au regard de la masse salariale des professeurs de musique, on a 30 000 euros de recettes. Okay. Donc ça vient aussi en compensation par rapport à ça. Et on listait un certain nombre de dépenses qui font que ça abaisse notre 0,12, notre masse salariale à des taux qui se rapprochent de 50%.
Voilà, donc juste pour Oui, mais c'est vrai que je l'avais demandé au conseil municipal de manière une question orale et vous avez répondu par la suite par une réponse par mail. C'est normal ce que dit ma grand-mère, ça, je suis sûr qu'on l'a vu. Oui, c'est bon. Il y a des grandes questions. Ok, on revient sur le plan de financement. Vous voulez qu'on dise De là, on revient sur le plan de financement de la piscine municipale. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, Une question. Il nous a été indiqué que la piscine serait fermée cet été et j'aimerais bien que ça soit annoncé officiellement. Ah bon? Oui, c'est ça va être communiqué. Ça va être communiqué après. Oui, mais parce que déjà, personne ne pose la question, donc voilà. On peut peut-être le dire aujourd'hui, puisqu'on parle du budget de réfection de la piscine. C'est juste une remarque. Si on n'avait pas trouvé ça. si c'était prévu de communiquer là-dessus, sur la fermeture de la piscine. Elle a déjà été tolérée l'année dernière à être ouverte. Tolérée? Oui. Non, c'est le bon, mais c'est étendu. On l'avait maintenu. Pardon, Ludivine, qu'est-ce qui est étendu? Est-ce qu'on ne peut pas le traiter en question diverse et rester sur le budget peut-être? Ok. Ok, bon, donc maintenant je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ce point à l'ordre du jour est adopté. Donc on passe maintenant à l'approbation de la convention cadre Petite Ville de demain, 2023-2026. Marie-Hélène, c'est toi qui fais le... Oui, donc c'est une convention qui a été examinée en commission urbanisme du 4 avril dernier. En fait, cette convention sert à contractualiser donc, avec l'État, la région Occitanie, le département du Tarn, la Banque des Territoires et l'AGLO, et avec d'autres partenaires qui sont donc la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, l'établissement public foncier d'Occitanie et l'agence de transition écologique, donc l'ADEME et l'ABF. Donc ce programme en fait permet à la commune de flécher des actions pour entreprendre de la rénovation du centre-bourg et de pouvoir bénéficier des aides à la fois donc, de l'État, de l'ADEME, du département et de la région. Voilà, c'est une convention cadre qui réunit donc les villes de Gaillac, l'Île-sur-Tarn, Brouillé et Rabassin. Oui, Brouillé est dans cette convention, effectivement. Donc ça permet de flécher des actions, voilà, toute une liste d'actions de rénovation, de soutien au commerce. Dans le centre, plus particulièrement dans le centre-ville. Y a-t-il des questions? Je suppose que ça a été abordé en commission d'urbanisme, on a reparlé en commission des finances. Voilà. Donc cette convention permet de pouvoir donner à l'État un fléchage de toutes les opérations. À l'État, la région et au département, toute une série de fléchages qui permet de développer Monsieur Guy? Oui. Non, donc c'est le Petite Ville de demain, c'est un super programme et c'est très bien que l'AGLO nous ait enjoint d'y aller parce que vous présentez cela comme une initiative communale. Je tiens à rappeler que ce sont des programmes qui sont quand même fléchés avec les intercommunalités. Hein. Bon. D'autre part, ça c'est très bien parce que c'est un guichet unique qui va nous permettre de ne pas seulement faire de l'urbanisme, parce que ce n'est pas que de l'urbanisme, les petites villes de demain. Et ce qui serait très bien, c'est qu'il y ait au fur et à mesure de l'avancée de ce programme, et j'espère s'épaissira, il y ait un relais, admettons trimestriel, de ce qui est fait et des projets qui sont mis en place. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire?
Que du bien. Non, non, mais de ce que je viens de vous dire. Eh bien, que du bien, Marie-Hélène. Voilà, c'est mauvais ça. Dans le cadre de la commission urbanisme, effectivement, à chaque fois qu'on développera une fiche action, effectivement, ça sera examiné en commission urbanisme. Je répète, le programme Petite Ville de demain a 3 axes qui ne sont pas que des axes sur l'urbanisme. Mais on a entendu, oui. Voilà. Mais il faut, on va centraliser ça. C'est Marie-Hélène qui est, je dirais, maître d'œuvre pour la commune sur ce sujet-là. Et il est tout à fait logique qu'elle puisse en parler lors des commissions. Des finances. Des finances, de l'urbanisme. Et des finances, on en parlera aussi en temps. Tu vois, il y a au moins deux commissions qui parleront de Petite Ville de demain. Je vous propose de passer au vote. Allez-y. Donc c'est une remarque que j'avais soulevée à l'urbanisme. Ce contrat a été signé en novembre, donc il y a pas mal d'axes qui ont été validés dans ce contrat. Et par la suite, nous travaillons sur certains projets en commission, notamment sur des espaces possibles à reconvertir en logements sociaux ou autres, que nous avons travaillé. Et je vous en remercie, Marie-Hélène, parce qu'on a pu participer et faire remonter certaines choses. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question par la suite, comme ça a été vu en novembre, et que nos propositions, est-ce que ce travail de réflexion et de remontée que nous avons fait, est-ce qu'elles vont être prises en compte? Parce que du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne sert à rien ou... Non, ne vous inquiétez pas, l'urbanisme, on va se réunir. D'ailleurs, vous pouvez noter qu'on a une commission le 26, et on va en avoir une autre le 28, vendredi 28. Donc là, ça sera pour un dossier, voilà, 18h, et vous inquiétez pas, après, le rythme va parce être qu'on a eu l'impression que c'était acté, non. Et donc on s'est dit, ces échanges, bon, ils servent à quoi? D'ailleurs, j'ai demandé au service là, de préparer justement tout un récapitulatif, justement, une fois, maintenant qu'on commence à y voir un petit peu plus clair dans tous ces dispositifs et tous ces contrats, j'ai demandé au service de préparer un support que je vais vous distribuer, de manière à pouvoir visualiser tout ce qui s'emboîte, on va dire, et tous les contrats qui viennent s'articuler les uns aux autres. Donc c'est pas scellé. Non. Il y a le contrat qui va être signé, donc par toutes les communes que j'ai citées, voilà. Et ensuite, donc, on va commencer à regarder de plus près après les fiches accès. Merci pour toutes ces remarques positives. Donc je vous propose de passer à l'approbation de la convention Petite Ville de demain, 2023-2026. Qui s'abstient? Qui vote contre? Il y a des sujets qui font l'unanimité au sein du conseil municipal. Donc, le dernier point. Alors, la convention de partenariat Enedis, donc je vous propose de la journée, on ne la vote pas, parce qu'effectivement, suite à la remarque de Paul Bozo en commission urbanisme, je me suis rapprochée du territoire d'énergie, donc anciennement le SDEC. J'y avais demandé de m'apporter plus de précisions pour ce soir, donc je ne les ai pas eues. La seule chose que j'ai eue comme information et que j'ai donnée en commission des finances, c'est que le territoire d'énergie n'est pas informé de cette convention que propose Enedis. En bureau syndical du 6 avril, donc ça a été évoqué, les élus du territoire énergie ont décidé de prendre contact avec la direction d'Enedis pour voir un petit peu ce qui pourrait s'aménager et surtout pouvoir signer une proposition de contrat et de convention tripartite. Les communes, Enedis et le FED. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai pas plus que ça, mais voilà, dès que j'ai du nouveau, voilà. Donc du coup, on va à la journée et après on verra si on la signe. C'est reporté. C'est la journée. Vous avez Cadel. Alors, je voudrais une petite explication, excusez-moi, mais j'ai quelques petits flottements. Alors, qui s'occupe maintenant de tout ce qui est SDEC? Avant, il me semblait que c'était
Monsieur Laroche, donc ça serait maintenant Marie-Hélène. Non. Non. La convention Enedis qui était proposée là Oui. venait dans le cadre de la convention Petite Ville de demain. Donc c'est à pour ça que la réunion de syndicats, c'est toi qui y vas. D'accord. Voilà. Non, c'est pas moi qui prends C'est toi qui reçois les convocations. les convocations. Moi, je suis en contact avec Ah, d'accord. Donc je suppose qu'effectivement au prochain bureau ça sera évoqué et que ce soit moi, que ce soit Christian, effectivement, on vous apportera D'accord. et c'est uniquement parce que cette convention Enedis fait partie entre guillemets de Petite Ville de demain. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Écoutez-moi, je propose qu'il n'y ait plus de questions sur ce point-là, puisqu'il n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Donc on va passer sur le point suivant, qui est point sur l'intercommunalité. Donc moi, j'ai proposé que sur ce conseil municipal, on puisse vous parler de la restauration, puisque nous avons, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai poussé auprès du président de l'AGLO pour que l'audit qui a été fait sur la restauration puisse être discuté en exécutif. Ce qui a été fait, alors c'est l'exécutif il y a une quinzaine de jours, donc on en a un exécutif de l'AGLO. Puis Manuel Malbec a fait une réunion, puisque quand il est en transition, nous demandait déjà depuis un certain temps qu'on puisse les tenir informés sur la restauration. Donc nous avons fait venir Bernard Miramond, qui est responsable, vice-président à l'AGLO, responsable de la restauration. On a fait venir Christophe Bourmanel, qui est vice-président à l'AGLO, responsable du scolaire. Et donc ils sont venus pour expliquer, je dirais, un peu l'audit. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que Manuel Malbec puisse nous présenter et nous donner quelques éléments sur l'audit de la restauration et un peu qu'est-ce qui se dessine par rapport, dans les mois qui viennent, par rapport à ce sujet de la restauration. Oui, juste une remarque qui ne va pas s'adresser à M. Malbec, puisqu'il a tout fait pour qu'on puisse avoir avec vous le retour de cet audit. Par contre, c'est par rapport à cette démarche que je trouve antidémocratique, parce qu'en définitive, je ne sais pas si tous les élus ici ont été mis au courant avant de lancer comme ça un conseil municipal. Nous n'avons pas eu de commission à l'AGLO pour nous vous allez en avoir. Vous devez informer, nous n'avons pas eu de commission à l'interne, c'est-à-dire que les conseillers, je ne sais pas vous la majorité, si vous avez eu ce retour-là. Après, je suis très heureuse qu'on ait un retour, puisque je l'ai réclamé plusieurs fois également. Mais je trouve que la procédure, voilà, je pense, M. Malbec, qu'il faudra peut-être organiser. Ok, je résume. Quand on vous informe, vous n'êtes pas content, parce que la procédure n'est pas bonne. Quand on ne vous informe pas, vous n'êtes pas... Mais non, mais on est d'accord. Là, vous avez posé, au dernier conseil municipal, vous avez posé des questions. On est en train d'y répondre. Je pense qu'elle était juste en train de te Mais dire, non, c'est pas ça bienveillance. Mais non, c'est pas dans ce sens-là. Je pense pas que Mais dans ce sens-là, c'est tous ces problèmes. On revient toujours sur le problème de l'information. Moi, je ne sais pas, là, on est dans un conseil municipal où on nous présente quelque chose de décidé à l'AGLO. Non, c'est pas encore décidé. D'accord. C'est pas décidé. C'est de l'information. Ça passe en commission également. Non, mais attendez. Moi, j'ai choisi, vous avez demandé que le sujet avance. Je suis allé tanner le président de l'AGLO à plusieurs reprises pour cette audit, etc. On en a parlé en exécutif. Ça va venir en commission à l'AGLO. Et vous nous avez demandé de faire des points sur qu'est-ce qui se disait à l'AGLO. On en a parlé en commission. En plus, quand il est en transition, que vous connaissez bien, frapper à la porte, eux aussi nous tannaient pour avoir des informations, donc on leur a donné des informations. Mais c'est vrai ça. Mais rappelez-vous, quand on a parlé de la démarche, déjà j'avais soulevé la problématique que c'est l'exécutif, etc., et qu'on allait transmettre quelque chose
qui avait été presque décidé. Et ça, c'est Non, une alors, remarque que j'avais faite. Madame, je ne vous présente pas les conclusions ou ce qui va se faire. Là, je vais présenter juste l'audit. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Ce que je vais vous présenter, c'est l'image de la restauration sur l'aglo. Bon, donc c'est une information à tous les élus. Voilà. Et en commission, si je puis me permettre, en tant que conseillère communautaire, en commission à l'aglo, au niveau des affaires scolaires, politique de la ville, ça n'a pas été abordé. Ça n'a pas été abordé. Non. C'est pour cela que je fais cette remarque-là. C'était Ni un atelier. peut-être un atelier, Mais ça mais c'est sera pas à la abordé. dernière commission à laquelle j'ai assisté, on n'en a pas parlé. C'est ça. Donc, bonsoir à tous, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, j'étais en conseil d'école juste avant. Donc alors, l'audit global de la restauration qui a été présenté dernièrement à l'exécutif de l'agglomération. Alors ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a plusieurs modes de gestion de services. Il y a 3 types de types de restauration sur l'agglomération. Il y a la restauration en régie, il y a la restauration par prestataire de services ensemble, on connaît sur Rabastens, et il y a la restauration par délégation de services publics. Uniquement pour Gaillac. Voilà, uniquement pour Gaillac. Les communes qui sont sous ensemble sont, enfin par prestataire de services sont Rabastens, Coufouleux, l'Île-sur-Tarn, Montans, Rivière, Lagrave, Florentin, Fénol, Asgrace, La Bessière-Candeil, Busque, Groyer, Briatex et Saint-Gauzens. Pardon? Saint-Gauzens. Et là, c'est la disons pas de C'est autre chose, excusez-moi. Et les autres communes sont en régie, sont de type régie, Montgaillard, Salvagnac, puis celle-ci, Castelnau de Montmirail, pour donner des petites communes. Voilà. Quelques chiffres, il y a 1850 repas par jour fabriqués en régie, 730 repas par jour en DSP, 2900 repas jour en prestation ensemble plus collège. En termes de budget, ça représente 1,3 million au titre du chapitre 12 et dont 500 000 € en régie. Il y a 1,6 million € de dépenses en fonctionnement hors infra, 1,6 million de recettes. Le prix unitaire en fabrication est entre 4 € et 10,40 €. Et il y a 34 agents en fabrication. C'est-à-dire qu'à l'aglo, il y a 34 personnes qui s'occupent de faire des repas et qui font partie de la masse salariale de la communauté d'agglomération. Il a été fait aussi un constat relatif aux équipements actuels. Alors, il en ressort que les cuisines en bon état sont Montgaillard, Cadalène et Giroussens. Cuisine avec aménagement nécessaire à Sestérol, Cahuzac, Parisot, Técou, Brins et Salvagnac. Et cuisine non conforme, la Bastide et la Clavelle, de Gaillac. Les capacités de production. Bon, je ne vais pas vous donner toute la liste, je vous prends quelques exemples types. Pour le site de Montgaillard, il y a un nombre de repas par jour qui est de 300, la capacité maximale est de 450 et il y a 4 agents. Pour Sestérol par exemple, il y a 130, nombre de repas par jour 130, capacité maximale 130, nombre d'agents 2. Pour Brins, nombre de repas par jour 270, capacité maximale 270, nombre d'agents 5. Et un autre exemple à l'est de l'Église. Nombre de repas par jour 60, capacité maximale 60 et nombre d'agents 1. Monsieur le maire, une question juste. On va pouvoir en avoir connaissance. Oui. Donc c'est peut-être pas la peine De le lire. de le lire in extenso, tu vois ce que je veux dire. Ah, si tu veux, je peux arrêter après. Non, non, mais. Manuel continue. Les hypothèses de travail qui ont été faites sur cet audit en phase 1 dans les cuisines satellites livrées par le prestataire lorsque la prestation est satisfaisante, proposer un réaménagement des cuisines et des réfectoires pour rendre le plus agréable possible le temps du repas. Dans les cuisines en production, travaux de remise en conformité.
En phase 2, plusieurs cuisines centrales en régie avec des tarifs de repas très bas. Alors, quelques éléments financiers. En fonction des tailles des structures de fonctionnement, une très grande structure représentera à peu près la fabrication de 6000 repas par jour. Le coût du repas serait inférieur à 4 €. Pour une structure moyenne environ 3000 repas par jour, le coût du repas reviendra entre 4 et 6 €. Et pour une petite structure inférieure à 1000 repas par jour, le coût reviendrait supérieur à 6 €. Ces chiffres prennent en considération la part alimentaire, les charges à caractère général, les charges de personnel, hors fluides et transport. Et enfin, hors investissement. Pardon ? Et hors investissement. Tout à fait. Et quelques estimations d'équivalent temps plein sur une cuisine centrale. Par exemple, pour une cuisine avec une production de 300 repas par jour, ça équivaudrait à 4 équivalents temps plein. Pour une cuisine de 1800 repas par jour, ça représenterait 10,5 équivalents temps plein. Et pour une cuisine qui produit 6000 repas par jour, ça représenterait 25 équivalents temps plein. Et enfin, pour terminer, l'aglo pour 1800 repas fabriqués, 29 agents et en remplacement 3-4 agents. Voilà. En fait, la question, elle est 1, le coût des repas, et 2, le coût de la masse salariale. Si on avait une seule cuisine en production sur l'ensemble de l'aglo, alors après il y a des problèmes de liaison chaude, je suis d'accord, mais supposons qu'on en ait 3 sur l'ensemble de l'aglo, on serait capable de faire des liaisons, etc. Allez, je veux dire, ça serait pratiquement autant d'agents que l'on a dans un certain nombre de cuisines aujourd'hui. C'est important. Donc, on parlait tout à l'heure de la masse salariale. Donc moi, en tant que VP responsable de la masse salariale à l'aglo, je peux vous dire que le nombre d'élus qui viennent me voir pour dire qu'il ne faut pas augmenter, et ainsi de suite, si on fait, je n'ai pas donné la solution, mais si on fait une cuisine par école, la masse salariale, elle augmente. C'est-à-dire qu'un seul site pour faire 6000 repas, c'est 24 personnes. Aujourd'hui, on fait 1800 repas pour 36 personnes. Mais bien évidemment, ça n'a rien à voir d'avoir une cuisine dans une cantine, parce qu'il y a tout l'aspect pédagogique qui est important. Qualitatif. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. Et c'est là qu'en commission, on pourra y rentrer dans ce débat-là. Parce que là, c'est vrai qu'on met en avant, si je voulais, on met en avant des chiffres par rapport à des... Ben oui, vous avez... Mais oui. Et là, on parle aussi de santé, on parle de qualité, etc. Les objectifs qu'on a mis autour de certaines cantines. Mais là, on ne va pas le débattre, là. C'est pas le débat. Là, on prend les informations, mais c'est vrai qu'on a des questions à se poser sur les objectifs qui ont été fixés, que vous avez notifiés notamment dans votre campagne par rapport à ce que l'on souhaitait pour nos enfants et la qualité ou autre. Mais ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour en discuter. Mais bon, voilà. Mais après, on entend très bien. C'est vrai que plus on fait grand, et plus on a du monde, et plus, enfin, de ce côté-là. Mais là, on parle côté chiffres. Ouais. Bon, après, on voit qu'est-ce qu'on met en avant, quelles sont les priorités. Mais ça se discute. Voilà, mais c'est pas le débat là maintenant. Voilà, c'est pas le débat. On ne va pas faire le débat. Mais derrière, la première dit je ne vote pas le budget du fait de la masse salariale. Et là, si on fait une cantine en transition dans chaque école, c'est l'explosion de la masse salariale. De l'aglo, mais c'est pas grave, l'aglo va augmenter les taxes foncières pour pouvoir payer les Non, mais je vous donne la mécanique. On va donner la parole à Serge Garrigue. Je ne rentre pas dans les débats, c'était juste 2 chiffres qui ont été dit un peu à la volée tout à l'heure, comme ça, qui m'ont interpellé. Sur la capacité de production, nous on est sur la commune de Montgaillard, on est sur un nombre de repas de 300 par jour avec une capacité à 450, on a 4 agents, et à Brest on a 270 capacité maximale de nombre de repas, et on a 5 agents. Alors la question c'est quelle est la différence? Est-ce qu'on a plus de prestations, plus de qualité? Est-ce que c'est des temps pleins, pas des temps pleins? Mais c'est vrai que c'est là que la discussion. Quelle est votre famille?
quel est le coût derrière. Ouais, parce que Monsieur Barry, de toute manière, ces problématiques ont dû remonter aussi dans le diagnostic, dans l'audit. Oui, Donc, mais... certainement, il faudra des réponses. Je laisse pas le débat. Oui, voilà. L'idée, c'est que ces chiffres c'est tout. Tout est volonté politique, c'est pas une perte de coût. C'est la volonté des jeunes parents d'avoir cette qualité d'alimentation. Vous allez aller vers une suffisance centrale, parce qu'on a compris que c'est le président qui décide. C'est le président qui décide. C'est pas toi, et c'est la cuisine centrale qui peut se faire, avec une qualité qui va être bien moindre que ce que pour proposer des cuisines de proximité, qui coûteront plus cher, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants? Eh bien, ils n'ont plus la cantine, hein, ils sont grands. Lesquels non plus. Voilà, le problème, il est là. C'est un problème politique et de courage politique. Et de coût pour le particulier. Savoir si. Mais particulier. Mais c'est possible. Oui, voilà. On lève la main pour intervenir. Alain. Alors, je vais pas. Ici, on ne va pas refaire le débat, bon, mais cette situation, elle est complexe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire complexe? Ça veut dire que complexus, ça veut dire qu'il y a des interactions fortes avec des dimensions qui ne sont pas de même nature. Il y a des dimensions liées à la santé, liées aux personnes, il y a des dimensions financières, techniques, etc. Il faut croiser tout ça. Et c'est complexe. Mais néanmoins, il faut essayer de hiérarchiser les priorités. Et c'est ce qui devra être fait dans le travail des commissions. C'est-à-dire, est-ce que la dimension santé est plus importante ou dans quelle mesure elle est plus importante qu'une autre dimension? On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Moi, je remercie M. Malbec de sa présentation. On sait qu'on aura le document. Je voudrais faire une petite remarque sur le budget voté par l'AGLO. Je peux? Vas-y. Donc, pour 2023, l'AGLO a voté récemment un budget qui était présent, bien évidemment. Et il y a une chose qui m'a interpellé fortement, c'est que dans la présentation, alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais dans la présentation, il a été indiqué par M. Tramier, donc c'est la personne qui présente le budget, qu'il était prévu, de mémoire, 33 millions d'euros d'investissement pour 2023. Il me confirme qu'il était prévu, il était inscrit au budget. Et M. Tramier a rajouté dans la foulée, mais rassurez-vous, nous n'en ferons, il y a des personnes qui étaient présentes, nous n'en ferons que 15 ou 16. Comme on sait qu'on n'en fera pas plus, on fera le même volume que chaque année. Donc ma question, elle est simple. On inscrit 33, plus de 30 millions d'euros d'investissement, on sait qu'on n'en fera que 15. Et quand on demande à M. Tramier pour quelle raison on inscrit 30 millions, il nous répond tranquillement, ben on s'est contenté de prendre toutes les demandes de chaque vice-président. Écoute, tu regarderas, tu écouteras bien. J'étais présent, d'autres personnes étaient présentes. Il a dit, nous avons pris des élus. Oui, mais des élus retransmis par le vice-président. Voilà. Nous avons pris toutes les demandes, et donc on a tout agrégé, et on sait qu'on ne pourra pas, on n'en fera que la moitié. Donc ma question, elle est simple, c'est à quel moment les choix d'investissement seront faits et par qui? Alors, les choix, de toute façon, on le voit dans toutes les collectivités territoriales. Il peut y avoir plusieurs projets qui sont lancés. Ce sont les projets qui vont aboutir le plus rapidement, qui vont être lancés, bien évidemment. On va au plus facile. S'il y a un projet qui avance plus qu'un autre, et bien ce projet-là, forcément, il sera fait dans l'année par rapport à d'autres projets qui vont mettre beaucoup plus de temps. Ça se passe comme ça dans toutes les collectivités. Alors c'est peut-être audacieux. Quand on est audacieux, on lance 10 projets et on en fait 6. Quand on est prudent, on lance 5 projets et on en fait 3. Voilà. Donc ça peut donner la chance à plusieurs... J'entends ce que tu dis. Je ne suis pas persuadé que ce soit simplement l'état d'avancement des projets, objectivement, qui fera qu'on va déterminer les choix. Je pense que c'est plutôt l'implication, le positionnement et la ténacité de certains élus pour faire avancer certains projets. Il y a ça aussi.
il y a ça, on est d'accord, il y a ça aussi, mais tu peux avoir la ténacité de faire avancer un projet si ce projet, l'appel d'offres tombe en carafe, si, etc. Enfin, se dire, il y a des tas de... Juste pour finir sur l'école, je pense que d'ici la fin du mandat, il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive, une consolidation des 1800 repas qui se font. C'est-à-dire qu'on soit sûr que les filières, les circuits puissent se mettre en place, parce que peut-être que toutes les écoles pourraient avoir une cuisine, encore faut-il qu'ils puissent, sur l'ensemble de l'année, avoir un flux, sachant que ce n'est pas chaque école qui fait son marché pour acheter ses patates, pour acheter, etc. Donc c'est quelque chose qui est globalisé. Alors pour répondre à Jean-Guy, non, il n'y aura pas qu'une cuisine centrale. C'est quelque chose qui ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il n'y aura pas le projet de rabassement de transition, on l'a compris, c'était soit la piscine, soit ça. En gros, je schématise, il fallait choisir. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des équilibres budgétaires. Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est des sommes importantes d'un jeu, il faut faire des choix, c'est évident. Ils ne sont pas du tout les mêmes. C'est vrai que dans ce que vous parlez par rapport aux approvisionnements, dans la problématique, c'est vrai que l'agglomération a toutes les compétences et les capacités justement pour faire ces liens, pour créer des réseaux, etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose que l'agglo soit aussi maître, parce qu'une commune seule, une école seule, dans son coin, travailler sur l'approvisionnement. Et là, on peut vraiment travailler sur certaines économies. On est d'accord, mais c'est compliqué d'avoir un flux sur l'ensemble de l'année par rapport à la circulation. C'est pas si simple que ça. Dernier point sur l'école, il faut aussi travailler avec le département. Je vous donne un exemple. Le collège qui sera à Touffleux devrait fournir la cuisine de Touffleux. Aujourd'hui, la cuisine de Touffleux est fournie par Gambetta. Donc qu'est-ce qu'on fait des repas qui ne seront pas faits par Gambetta? Ça, c'est des discussions qu'on doit avoir, quoi qu'il arrive, avec... Il y a une très grosse perte financière pour le collège. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc... Et surtout, également... Ok, donc ça c'était le point sur l'intercommunalité. Donc on va passer aux questions. Donc, question pour ça. Donc qui a été demandé par Anne Bars, Paul Bozo, Montserrat Rey et Stéphane Ruzinski. Nous souhaitons vous soumettre les questions suivantes pour une réponse lors du conseil municipal du 11 avril 2023. Monsieur le maire, avez-vous reçu le recours gracieux du collectif Fonds-Poussière? Oui. Monsieur le maire, quelle suite comptez-vous donner à ce recours gracieux? Ce recours gracieux, on a 2 mois pour y répondre. Aujourd'hui, c'est en train d'être travaillé par nos services. Voilà. Et j'attends effectivement les réponses de nos services. Et à ce moment-là, une réponse sera faite officiellement. Et lorsque la réponse sera signée officiellement, on vous informera de la réponse qui aura été faite sur le recours gracieux. Juste un détail, la date butoir des demandes, c'est quand même Je ne sais pas, je crois qu'on a passé 1 mois. Il doit rester globalement 1 mois ou 3 semaines. Au moins 3 semaines. Au moins, il reste au moins 3 semaines pour qu'on puisse répondre. Voilà. Alors, pour information, vous avez reçu l'état annuel des indemnités des élus municipaux. C'est un document qui est obligatoire. Oui. Non, enfin, c'est ce que reçoivent les indemnités reçues par les élus municipaux, dont tout ce qui peut être
Voilà. Donc, on a fini pour tout ce qui était, je dirais, à l'ordre du jour. Voilà. Donc, avez-vous Oui, donc c'est toujours sur les indemnités des élus. Moi, je suis conseiller depuis 8 mois. Quand j'assiste à tous les conseils, j'essaie d'assister à toutes les commissions. Et il y a quand même des conseillers que je n'ai jamais vus. Donc, est-ce que dans la liste des conseillers, il y a des indemnités de complaisance? Non, il n'y a pas d'indemnité de complaisance. Les gens ont une délégation. Et puis, même s'il n'y a pas. Alors, ça fait partie de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un conseiller municipal peut ne pas venir au conseil municipal. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas au conseil municipal qu'on doit l'exclure du conseil municipal. Alors, pour être complètement complet, j'ai reçu un courrier de Lisa Laquet me disant qu'elle n'était plus en capacité, parce qu'elle est sur Paris, donc même en télétravail, par interne, etc., de pouvoir ça, donc je lui ai retiré sa délégation. Et qui est reprise par qui? Monsieur le maire peut être d'accord avec la proposition. Mais non, mais c'est Serge qui travaille sur le musée. On a d'autres conseillers municipaux qui travaillent sur les questions Internet. Voilà. Donc, ce que faisait Lisa Laquet précédemment. Oui. Alors, lors du dernier conseil, on avait demandé un récapitulatif des études engagées depuis le début du mandat. Alors c'est une erreur. C'est une erreur, notez-le. Carole, notez-le. Et ça sera très court. On avait fait en juillet un courrier commun pour les commissions en demandant un calendrier. Là, j'insiste parce que c'est important, parce que pour moi, j'essaie de caler mes cours par rapport aux commissions. Il n'y a pas de calendrier. On fait passer le calendrier. Et juste, excusez-moi, monsieur le maire, 2 secondes. Et juste, si vous pouviez peut-être faire les commissions, pas à 6 heures, mais bon, il y a des gens qui, moi je travaille jusqu'à 18 heures, ça serait pas mal, peut-être, tout le monde n'est pas retraité. Excusez-moi. Ça serait quand même pas mal, 19h, non mais 19h c'est pas mal, 19h c'est bien. On l'avait demandé ça. Moi je travaille juste à l'après-midi, je travaille. Ou 20h30. Ben voilà. Juste pour dire, nous aurons une commission mobilité, c'est ça, le jeudi 27 avril à 18h. Alors juste pour vous dire le thème de ça, ce sont les parkings et questions de vitesse sur la route de Grazac et de Condel. Vous pouvez parler de la terrasse aussi alors, parce que vous pas entre les gens. Il n'y en a aucun. Non, mais on est d'accord, la seule différence, c'est qu'on est dans une zone à 30, d'accord, ce qui n'est pas le cas de la route de Grazac ou de la route de Condel. Donc il y a des solutions qui ont été proposées au dernier conseil municipal. Il faut voir comment on peut faire pour les mettre en œuvre. Donc je vous dis, et on parlera aussi des parkings. Voilà. Donc ça c'est commission le 27, commission mobilité à 18h. On va envoyer un calendrier. Alors j'ai une question très rapide. Je voudrais que soient envisagés les emplacements des garages à vélo qui, il paraît-il, sont arrivés pour les gens qui viennent au marché, puisque le règlement du marché interdit que les gens soient avec les vélos. Mais les garages à vélo sont arrivés, donc ça fait partie de la mobilité. J'espère qu'on aura un calendrier sur l'emplacement des garages à vélo. Des applis vélo. Des ranges vélo, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle. Dans le calendrier, c'est des applis vélo. Puis les catalogues, paraît-il, sont arrivés. Mais je ne savais pas que ça s'appelait un vélo. C'est la conception du produit. Oui. L'important c'est qu'ils arrivent. Bon, donc il y avait une question Paul Bozo avant. Juste une demande, est-ce qu'on pourrait avoir
planning et le programme du goudronnage pour 2023. Je l'avais demandé pour 2022, mais c'est plus la peine, maintenant c'est fini. Pour 2023, j'aimerais savoir ce qui va se faire. Ok, on te le dira. J'attendais, j'ai mis en stand-by tous les engagements concernant les voiries dans l'attente du vote du budget. Donc on attend de ça et maintenant on peut c'est vous décidez vite parce qu'il y a des saisons et les premières révisions des nouveaux services on va voir de décembre. D'accord. Alain Brest. Oui, rapidement, une remarque. Je voudrais revenir sur la réunion du 23 mars dernier sur le CLSPD, le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, et rappeler certains points 6, puisque ce sont des termes utilisés. Il est utile dans ce genre de réunion d'avoir les documents en amont, plutôt que de les découvrir et d'être obligé de les lire pendant une heure, un peu plus d'une heure. Et ensuite, pour l'aspect matériel, de l'organisation de la salle, c'est toujours gênant d'être contre la scène et de passer une heure à regarder les documents en levant la tête, on n'a pas fait le torticolis. C'est tout. Ce sont les remarques que je voulais faire. Dernier point, pardon Nicolas, dernier point, nous n'avons pas à ce jour le compte rendu de la réunion du 23 mars. Il nous avait été dit qu'elle nous serait adressée, notamment pour choisir les thèmes des groupes de travail. Et à ce jour, nous ne l'avons pas. J'espère qu'on l'aura avant Monsieur Brest, on s'était quand même inscrit en fin de réunion. Non. On a découvert. Non, mais c'est Serge Gary qui va s'exprimer. Mais pardon, alors je termine. Il nous a été présenté un document qui reprend en gros ce qui avait été dit lors d'une réunion publique précédente, et à la fin de la présentation, on nous a dit voilà, il y a 4 groupes, tel thème, et inscrivez-vous. Je caricature à peine. Et on a dit, on veut réfléchir, et on veut savoir. Bon, voilà, certains se sont inscrits, et nous sommes en attente, ça va arriver, mais nous sommes en attente de ce compte rendu. Et dernière remarque, après j'ai fini, pour les déplacements intramuros, de la police municipale, je répète ce que j'ai dit, ce serait intéressant qu'ils le fassent en vélo. Ça se fait à Gagnac, ça se fait ailleurs. Et quand on me répond, puisqu'on m'a répondu qu'on se déplaçait à deux dans un véhicule pour des raisons de sécurité, c'est nu et non avenu. Non, mais il faut le dire en plus. Non, on va laisser Serge Gary répondre. Non, monsieur, là, il y a des questions qui sont plus sur la diffusion du compte rendu et du courrier que vous demandez de vous inscrire. J'avais dit effectivement que certains ont le choix en fin de réunion de s'inscrire sur les listes proposées. D'autres ont demandé effectivement de réfléchir. Voilà. J'ai eu une réunion ce matin avec le policier municipal. Donc, le compte rendu va effectivement arriver très bientôt et dans la semaine là, on va le faire, on sera jeudi pour finaliser. Et le document, le courrier va vous être envoyé parallèlement à chacun d'entre vous, de manière à ce que vous puissiez vous identifier dans des groupes avec les personnes déjà préinscrites. Vous aurez la fiche déjà du groupe en question, des personnes déjà préinscrites et vous pouvez vous inscrire dessus et le communiquer par retour de courrier. Merci. Juste avant de préciser, on parlait de vélo, je ne sais pas où il est, mais on en a acheté un vélo, il y a personne technique. Il n'a jamais servi sur le point. Il est au centre technique. On est d'accord, il est sous le mandat précédent, il a servi souvent. Ah d'accord. Il a jamais fait. Il y a un certain temps, le policier municipal qui se fait pardon. Il y a un certain temps, monsieur Raymond, pourquoi le nommer? Ah oui, ça remonte. Juste, par rapport à ce que je vous ai distribué tout à l'heure, donc c'est une rapide note de présentation de toutes des acronymes d'une part, les différents contrats de partenariat donc, qui sont à l'échelle de l'aglo et à l'échelle de la commune. Vous avez également donc, une carte qui identifie les bourgs-centres Occitanie, qui relève d'un contrat de partenariat avec la région Occitanie.
les villes donc, qui font partie de petites villes de demain. Vous avez pourquoi contractualiser auprès de ces partenaires, donc donner de la visibilité, permettre d'accéder à des aides financières, déployer sur certains périmètres donc, des réglementations spécifiques. Sur Rabastens, donc les périmètres qui vont se mettre en œuvre, une carte qui répertorie donc ces périmètres et les objectifs des différents contrats, donc notamment Petite Ville de demain, Bourg-Centre Occitanie et le contrat de mixité sociale. Et sur la page donc, A3, donc, un récapitulatif de tout ce qui a trait à l'urbanisme, donc notamment la loi climat et résilience, le SRADEC, le SCOT qui est en cours d'élaboration, donc on espère qu'il sera signé en 2024, et donc qui s'applique après au PLUI, dont on espère qu'il sera signé en 2025, je dis signé, approuvé, pardon. Et après au niveau donc, de la commune, tout ce qui va être mis en œuvre de manière opérationnelle, donc l'OPARU, le PFO, les emplacements réservés, le SPR, le CMS, le contrat de mixité sociale, les OAP, Petite Ville de demain et le DPU. Voilà. Donc vous consultez s'il y a besoin, vous répondez à vos questions. On va finir. Ludivine, tu veux nous dire quelque chose? Merci par rapport à la question qui a été posée sur la piscine. Donc ça a tardé à être précisé parce que nous avions besoin de sécuriser l'information. Ce n'est pas une décision facile. Donc on a eu un rendez-vous avec le bureau d'études le 29 mars. Donc bien sûr la question était en balance, mais le bureau d'études a demandé des investigations sur la structure de la piscine, donc avec prélèvement pour détecter ou non la présence d'amiante. Alors on a essayé de batailler pour qu'ils trouvent des solutions alternatives sur la piscine intérieure, etc. C'est pas possible puisque ça nous exposerait à des évaluations de coûts très approximatives. Donc avec les difficultés de fonctionnement que nous avons connues, c'est-à-dire des fuites, le liner qui est en train de se soulever, qui est maintenu coûte que coûte par les employés qui font un travail exceptionnel les étés pour arriver à pallier les problématiques de traitement. Voilà. Tout ça cumulé, on a pris la décision de ne pas l'ouvrir cette année pour qu'il puisse attaquer les travaux dès septembre. Ce sur quoi on n'a pas de garantie parce que le bureau d'études, voilà, on l'a refait travailler, on n'est pas satisfait de ce qu'il nous propose complètement, donc il faut retravailler. C'est un travail long si on veut avoir quelque chose qui soit, voilà, qui nous satisfasse et qui puisse durer les 30 prochaines années, voire les 50 prochaines années, puisque la piscine actuellement, elle a quand même duré avec des travaux, mais 50 ans. Voilà, donc effectivement, nous avons pris la décision de ne pas ouvrir cet été 2023 pour une ouverture en 2024, nous l'espérons. Je te remercie infiniment. Merci. Il y avait Stéphane. J'avais juste une remarque pour le samedi, jour de marché. Moi, je me félicite du succès du banc sonore, mais les clients occupent tout l'espace. Moi, j'ai vu une maman être obligée de faire demi-tour, descendre sur la rue avec une poussette pour contourner. Est-ce que la police municipale peut juste rappeler... C'est des sujets qui sont pris en compte. Juste à dire qu'il y a une bande passage suffisante pour les personnes à mobilité réduite. On finit là. La dernière, on finit par toi. Au vu de ce qui vient d'être dit au niveau de la... Au vu de ce qui vient d'être dit au niveau de la piscine, est-ce qu'on va valoriser la plage pour cet été, au vu qu'il n'y a pas la piscine? Est-ce que des efforts vont être faits supplémentaires au niveau de la plage pour compenser? Je pense que ça a été un non, mais les agencements. N'oubliez pas avant de partir, il faut que vous signiez le budget. Il est 20h35 devant la séance.